le but de cet atelier, c'est de réfléchir et de se réapproprier les différentes pensées que des laïcs ont pu formuler, notamment sur la question de leur rapport avec la société, avec la modernité, avec la démocratie. Et en gros, on pose la question de qu'est-ce que ça veut dire être catholique dans le monde, qu'est-ce que ça veut dire être un citoyen catholique, et on essaie d'étudier les différentes hypothèses qui ont été élaborées et vécues par nos prédécesseurs. Cet atelier va sans doute continuer l'année prochaine avec d'autres auteurs, puisque chaque séance, qui avait donc une fois par mois, était consacrée à un auteur. On a fait Simone Veil, Charles Péguy, Ozanam, et j'en passe, et il en reste encore deux après. Et donc, on va continuer l'année prochaine parce qu'il nous reste des auteurs à étudier, des auteurs un peu moins connus qui sont fondamentaux, comme Emmanuel Mounier, Gaston Fessard, même Carl Schmitt. Et bon, c'est un auteur un peu problématique, mais je pense qu'on va l'étudier l'année prochaine. Donc voilà, on reposera la même question et on intégrera les conférences qu'on veut l'année prochaine au livre qui va sortir. Nous sommes très heureux d'accueillir Myriam qui a aidé aussi à cet atelier, qui en était aussi responsable. Myriam est agrégée d'anglais, elle est spécialiste de Chesterton, elle est actuellement en train de rédiger à l'université d'Aix-en-Provence une thèse sur la question de la modernité chez Chesterton. Non, sur sa pensée, quoi. Enfin, sur les mécanismes de sa pensée. Sur les mécanismes de la pensée de Chesterton, que vous pourrez lire dans quelques années. Et je lui laisse la parole et lui dis encore merci de faire l'honneur de sa présence. Merci Paul. Avant toute chose, je voulais commencer en fait directement avec une citation de Chesterton pour vous expliquer un peu mon état d'esprit. En fait, une fois on lui a demandé s'il aimait donner des conférences et il a répondu ça. J'ai toujours l'impression d'être un charlatan. Quant à la nervosité, je suis obsédée, avant de monter sur scène, par le sentiment que je vais me ridiculiser. Et quand je quitte la scène, j'ai toujours le sentiment doux et lumineux que je me suis réellement ridiculisée. Donc voilà, donc j'espère que ce ne sera pas trop mon cas. Donc en fait, juste pour vous dire, j'ai donné un nouveau titre à la conférence parce que finalement, je me suis aperçue que je n'allais pas trop parler de paradoxe, mais que j'allais vraiment parler de la pensée moderne. Et en fait, mon nouveau titre, vous le voyez sur l'exemple que j'ai distribué, c'est donc la réponse chestertonienne à la pensée moderne. Voilà, vous allez comprendre pourquoi c'est une pensée, je vais le dire. Donc, j'aime décrire Chesterton comme un gros monsieur qui aimait fumer le cigare, mais dont l'humour était très fin et l'intelligence très subtile. Si vous voulez une petite image, là, voilà, je ne sais pas si vous voyez. Il était assez corpulent, surtout à la fin de sa vie. Et en fait, c'est là déjà un paradoxe. Donc le paradoxe, c'était vraiment cette figure de style qu'il affectionnait particulièrement et qui était en fait même son mode de raisonnement. Et en fait, Chesterton aimait les paradoxes parce qu'il aimait la vie et que pour lui, la vie était faite de paradoxes. Et si c'était un bon vivant qui écrivait ses articles plus volontiers à la table d'un pub avec une bonne bière que dans son bureau, il aimait aussi la vie pour ce qu'elle a de merveilleux. Ça, je vais y revenir aussi sur cette idée d'émerveillement face à la vie. C'était donc un être joyeux qui tirait sa joie et sa bonhomie aussi bien de son étourderie légendaire que de son humour subtil et saillant. C'est ce qu'on appelle en anglais le fameux trait d'esprit, le wit, voilà, qui est propre à l'humour anglais. Et donc il était frappé par un pessimisme, le pessimisme de certains de ses intellectuels de son temps, et plus largement de la société moderne dans laquelle il vivait. Et il ne pouvait que réagir et proposer un système de pensée alternatif. Dès son plus jeune âge, Chesterton aime débattre avec son frère, puis avec ses amis. Et en juillet 1890, alors qu'il n'a que 16 ans, il fonde avec des amis du lycée le Junior Debating Club, qui publie un an plus tard un petit magazine qui s'appelle The Debater, donc il aime débattre, hein, c'est ça le thème, qui présente principalement au début des articles de critique littéraire. Donc il commence des études d'art et de littérature qu'il ne finit jamais, hein, ça fait partie de son excentricité, et il devient très rapidement journaliste, d'abord journaliste littéraire, puis chroniqueur polémiste. Hein, cet esprit de polémique, lui est cher. Et il va développer sa pensée dans de nombreux articles, puisqu'il est journaliste,
qui sont souvent des réponses à d'autres journalistes, à d'autres intellectuels, qui pouvaient parfois être ses amis en fait. Parfois, il se dispute en fait même plus avec ses amis qu'avec ses ennemis. Donc c'est toute une vision du monde qu'il propose et qu'il expose, non seulement dans ses articles, mais aussi dans des essais, dans des ouvrages de critique littéraire, dans ses romans, dans ses nouvelles de détection, ou encore dans des poèmes. Et donc il multiplie dans toutes ses œuvres des paradoxes qui expriment sa pensée et qui finalement, ces paradoxes révèlent cette attitude de confrontation d'idées souvent opposées ou contradictoires. Il aime la contradiction, le débat, c'est ce qui le fait vivre. Donc sa vision, elle est réactionnaire puisqu'il s'agit de réagir à la pensée dominante de l'Angleterre du début du XXe siècle. Et donc cette pensée dominante, c'est une pensée qui s'inscrit dans la continuité de la récente, entre autres, mais qui était fortement influencée par la récente théorie de l'évolution de Darwin, qui privilégie cette idée de progrès et avec qui a d'abord des implications biologiques et relativement scientifiques au sens sciences dures, mais qui a aussi des conséquences sociales, sociétales et impérialistes par la suite. Et donc paradoxalement, la vision de Chesterton, elle est finalement nouvelle d'une certaine façon, puisqu'elle s'inscrit en contre-pied de cette pensée dominante de la société dans laquelle il vit, et elle apparaît comme vivante et vivifiante, puisque Chesterton ne se résout pas en fait à la sclérose de la pensée, et c'est-à-dire en fait c'est ce sens commun auquel il opposera le bon sens. Il opère en fait, pour reprendre son expression, un retour en arrière qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Ça, c'est une de ces expressions que j'aime beaucoup. The only step forward is the step backward, en anglais. Donc, il faut reculer pour pouvoir avancer. Le seul pas en avant, c'est le seul pas en arrière. C'est le pas en arrière. Donc, en fait, c'est pas du tout une nostalgie du passé, ni un attachement borné à une certaine tradition chrétienne, mais c'est plutôt une redécouverte des principes universels de bon sens, en fait, qui ont été particulièrement développés au sein de l'Église catholique. Ça, il s'en rend compte après. En fait, il fait d'abord sa découverte pour lui-même, et ensuite il se rend compte, en fait, l'Église catholique pense comme moi. Enfin, c'est plutôt lui qui pense comme l'Église catholique. J'aimerais ce soir dégager les grandes lignes de la réponse chestertonienne à cette modernité, qui s'incarne dans ce qu'il appelle l'homme moderne, et qui prend toute son ampleur au tournant du XXe siècle. Donc, dans un premier temps, nous verrons que, je vais essayer de voir un petit peu en quoi consiste cette pensée moderne, et elle est en fait caractérisée par un scepticisme et un pessimisme ambiant, auquel Chesterton va opposer une éthique de la joie et de l'humilité. Et donc cette éthique de la joie et de l'humilité, c'est ce qui sert de fondement à sa pensée politique et économique, ce qui sera donc ma deuxième partie, et puis bien sûr 3 parties, formation classique. Donc je terminerai en fait sur sa conception de la démocratie. Comment est-ce qu'il définit la démocratie? Donc pour commencer, la joie et l'humilité contre le scepticisme et le pessimisme. Donc dans l'un de ses ouvrages, un des essais les plus connus qui s'intitule Orthodoxie, le 3e chapitre s'intitule Le suicide de la pensée. Donc ça, j'ai trouvé cette expression assez marquante, et en fait, pour lui, la pensée moderne est en train de se suicider. À ce moment-là, il n'est pas encore rentré dans l'Église catholique, mais il se reconnaît quand même déjà chrétien, et il a pris conscience que la religion chrétienne était source de vérité. Donc il y a encore En fait, donc Orthodoxie s'est publié en 1908, et il rentre dans l'Église catholique en 1922. Donc il y a encore un long temps d'adaptation. Néanmoins, déjà dans l'orthodoxie, parfois on ne sait pas trop s'il parle de la chrétienté en général, parce qu'il est écrit en Angleterre, donc le christianisme c'est plutôt l'anglicanisme en fait, ou s'il fait vraiment référence à l'Église catholique. Donc dans ce chapitre, le suicide de la pensée, Chesterton explique que la pensée du monde moderne est en train de s'autodétruire, voire s'est déjà autodétruite. Et c'est là le drame de la raison, parce qu'elle peut être un danger pour elle-même. Pour lui, en fait, premièrement, en fait, la raison, si elle est seule, si elle est érigée en absolu, elle entraîne la folie. Il dit dans Orthodoxie, le fou n'est pas un homme qui a perdu la raison,
Le fou est un homme qui a tout perdu, sauf la raison. Donc, pour lui, voilà, la raison seule, elle est un danger pour elle-même. Et elle doit être accompagnée de la foi. Puisque pour lui, la raison est une question de foi, de croyance, puisque pour exister et pour être opérante, la raison doit au moins croire en elle-même. Si la raison doute sans cesse d'elle-même, elle ne peut pas, elle ne peut pas avancer. Donc c'est ce qu'il dit, toujours dans Orthodoxie. Il est vain de parler à tort et à travers de l'alternative entre la raison et la foi. Donc il n'oppose pas du tout raison et foi. Et donc la raison est elle-même une question de foi. C'est faire acte de foi que d'affirmer que nos pensées n'ont aucun rapport avec la réalité. Et un petit peu plus loin, il écrit « Il est une pensée qui arrête la pensée. C'est la seule pensée qu'on devrait arrêter. » Voilà. Je répète, il est une pensée qui arrête la pensée. C'est la seule pensée qu'on devrait arrêter. Et donc, moi, je vous résume ce qu'il dit après. Cette pensée, en fait, c'est le doute, c'est le scepticisme. C'est-à-dire que le doute, c'est ce qui arrête la pensée. Si la pensée commence, si la raison commence à douter d'elle-même, elle ne peut plus penser. Si je doute sans cesse de ma raison, de ma capacité de penser, en fait, je ne pense plus. La pensée qui doute ne peut plus progresser, elle ne peut plus s'engager dans une voie ou dans une autre, elle s'arrête complètement immobile. Et pour Chesterton, en fait, le scepticisme, c'est une humilité mal placée. C'est-à-dire, qu'il dit, le jeune sceptique est si humble qu'il doute de pouvoir rien apprendre. En fait, il oppose une humilité chrétienne qui consiste en une humilité vis-à-vis de ses actions à l'humilité du sceptique qui s'est déplacé à l'endroit de sa raison, de sa capacité à penser. C'est-à-dire que c'est une humilité vis-à-vis de la capacité de penser qui détruit en fait qui détruit la capacité de penser. Et au contraire, donc le sceptique est humble à l'endroit de sa raison, mais il devient ambitieux et orgueilleux à l'endroit de ses actions, alors que c'était l'inverse avec l'humilité chrétienne. D'autre part, par rapport à cette pensée moderne, l'homme moderne croit avoir acquis une plus grande liberté de penser, alors que cette liberté a été épuisée. En fait, il ne jure que par la volonté et la liberté de choisir, c'est-à-dire qu'il érige la volonté comme principe absolu en soi. Et du coup, en fait, il renvoie, donc dans cette société moderne, on a à la fois le sceptique qui lui refuse de tout choisir, qui refuse de choisir tout, et celui qui veut tout choisir, qui érige la volonté, voilà, c'est la volonté pour la volonté, je suis libre parce que je peux choisir, mais en fait, on ne sait pas tellement ce qu'il choisit. Et en fait, l'érection de la volonté et de la liberté comme principe absolu mène à leur autodestruction, puisque la pensée moderne n'a pas compris qu'en réalité, choisir, c'est poser un acte libre, mais c'est poser un acte d'auto-limitation. C'est-à-dire que quand on choisit, forcément, on choisit une voie, on choisit une chose, et on exclut toutes les autres, on se pose une limite. Et pour Chesterton, la liberté suppose nécessairement l'existence de limites. Ça, c'est une idée assez importante chez lui. Et il prend l'exemple de Jeanne d'Arc, toujours dans Orthodoxie, où il dit « Jeanne d'Arc ne resta pas coincée à un carrefour en écartant toutes les voies comme Tolstoï, ou en les acceptant toutes comme Nietzsche, elle s'engagea dans une voie et la parcourut comme la foudre. » Voilà, donc la liberté, c'est vraiment ça, c'est le choix, mais le choix d'une voie. Donc ce scepticisme, qui est une humilité détournée, Chesterton oppose une humilité chrétienne. Et au pessimisme, qui est en fait le corollaire du scepticisme, il oppose la joie, qui découle de la vertu de l'humilité. Donc ça m'amène à mon deuxième point sur cet optimisme chestertonien, qui est en fait cette joie et cette humilité qu'il défend. Donc ça, c'est vraiment un point que j'ai beaucoup aimé en découvrant Chesterton, c'est cette importance qu'il donne à la joie et à l'humilité. Pour lui, en fait, ce sont des attitudes qu'il adopte face au monde dans lequel il vit. La joie découle de l'émerveillement devant ce que le monde a à nous offrir. En fait, ce que beaucoup ont interprété chez Chesterton comme une excentricité presque empreinte de folie, il était connu pour être assez excentrique, en réalité c'est une capacité à l'émerveillement que souvent les adultes ont perdu, et d'ailleurs il exalte beaucoup l'enfance dans ses écrits. Mais cet émerveillement, ce n'est pas un optimisme béat et naïf. C'est en fait tout simplement un regard humble, le regard de l'enfant, qui reconnaît ce qu'il y a d'extraordinaire dans la nature, dans l'homme, dans la création. Donc là, je voudrais vous citer, c'est la première citation, je peux la lire en anglais si vous voulez,
Humility is the luxurious art of reducing ourselves to a point, not to a small thing or a large one, but to a thing with no size at all, so that to it all the cosmic things are what they really are, of immeasurable stature. That the trees are high and the grass is short is a mere accident of our own foot rules and our own stature. But to the spirit, which has stripped off for a moment its own idle temporal standards, the grass is an everlasting forest with dragons for denizens. The stones of the road are as incredible mountains piled upon one upon the other. The dandelions are like gigantic bonfires illuminating the lands around, and the heath bells on their stalks are like planets hung in heaven, each higher than the other. Je vous ai pris ce passage, peut-être un petit peu long, mais parce qu'en fait c'est aussi la prose, enfin, qui est presque poétique je trouve, et qui justement rend bien compte de cet émerveillement. En fait, son écriture rend compte de l'émerveillement qu'il a à observer la nature. Et donc en fait, il fait un lien entre le discrédit de l'humilité comme vertu avec la perte de la joie qui caractérise son époque. Donc ce fameux pessimisme en fait. Pour lui, le fait de perdre, de ne plus savoir s'émerveiller face à la nature, donc c'est à la fois c'est dû à une perte d'humilité. Et donc c'est la citation suivante. If humility has been discredited as a virtue at the present day, it is not wholly irrelevant to remark that this discredit has arisen at the same time as a great collapse of joy in current literature and philosophy. Donc là, il parle de cette chute de la joie dans la littérature et la philosophie, mais en fait, c'est le reflet tout simplement de la société. Men have revived the splendor of Greek self-assertion at the same time as they have revived the bitterness of Greek pessimism. Donc en fait, en réveillant voilà, l'auto-assertion, oui, l'affirmation de soi des Grecs, on a aussi ce pessimisme grec qui vient avec. Donc Chesterton fait ce constat à plusieurs reprises dans ses écrits, et même donc dans l'un de ses essais qui est intitulé en français Le monde qui ne va pas, en anglais c'est What's Wrong with the World, il écrit « Ce qui ne va pas, c'est que nous ne nous demandons pas ce qui va. What is wrong is that we do not ask what is right. » Donc l'optimisme de Chesterton est ce parti pris d'une vie joyeuse et humble, et il identifie la joie et l'humilité comme deux vertus chrétiennes, comme ce qui doit animer tout chrétien, comme ce qui fait en fait la force de l'Église. Et en fait, je pense qu'il est vraiment essentiel de comprendre cette idée de joie et d'humilité, parce que c'est une posture à la fois intellectuelle et spirituelle, de laquelle va découler sa pensée politique. Puisque au scepticisme nietzschéen, qui rejette tout ce qui est faible, Chesterton, lui, va défendre l'humble, le rejeté, le marginal, le fou, le faible. Enfin voilà, l'homme ordinaire en fait. Pas seulement le marginal, mais même l'homme ordinaire. Donc c'est mon dernier point de cette partie, cet attrait pour le faible, pour l'humble, c'est passé entre autres par sa lutte, tout au long de... sa lutte, le fait qu'il dénonce l'eugénisme, donc tout au long de sa vie, qui est en fait cette idéologie qui consiste à vouloir mettre à l'écart, voire éliminer tout ce qui est faible. Et cette idéologie découle en partie de la théorie du darwinisme social. Ça fait partie de ses conséquences. Il ne rejetait pas en soi la théorie de l'évolution, mais ses conséquences comme en fait le darwinisme social. Donc cette préférence pour l'humble l'anime depuis toujours. Elle est alimentée en fait par ses nombreuses lectures. Lorsqu'il était petit, son père lui faisait lire beaucoup de littérature anglaise, donc il a baigné dans la littérature anglaise du XIXe siècle, et il avait une profonde admiration pour Charles Dickens, à qui il a d'ailleurs consacré un ouvrage critique en 1906, et dans cet ouvrage intitulé Charles Dickens, tout simplement, il explique que si le XIXe siècle a fait des grands hommes, c'est parce que justement il a encouragé les petits et les faibles à devenir grands. Ça, c'est quelque chose qui le frappe chez Dickens, cette empathie pour les pauvres et cette volonté de s'intéresser aux pauvres, aux faibles, mais de le considérer comme grand quand même. Dickens donc a cette intuition que le faible est grand. Et ça, pour Chesterton, c'est une intuition chrétienne. En fait, il dit que Dickens était chrétien sans le savoir. Et d'ailleurs, il dit à propos de Dickens, à propos de son œuvre,
pour la religion, tous les hommes sont égaux, comme les pièces sont égales, car la seule valeur qu'ils possèdent, c'est qu'ils portent en eux l'image de leur roi. Donc comme la pièce qui porte l'image du roi, l'homme porte l'image de son roi aussi, puisque l'homme est à l'image de Dieu, donc il porte cette image. Chez Dickens, comme chez Chesterton, on voit une certaine une croyance en fait en la perfectibilité de l'homme. Et en cela, voilà, il y a quelque chose de, il y a un rejet de cet eugénisme qui découle du darwinisme social. Et d'ailleurs, plus tard, Chesterton remarquera que l'Église s'est bâtie sur un lâche, sur un faible, qui est Pierre, en fait, qui a renié 3 fois le Christ. Et c'est justement parce que l'Église s'est fondée sur un homme faible qu'elle est devenue indestructible. C'est ce qu'il dit. Donc en 1922, il publie un livre qui s'intitule Eugenics and Other Evils. En fait, c'est un recueil d'articles. Donc eugénisme et autres fléaux. Et dans cet ouvrage, il aborde la question de la régulation des naissances et le traitement de la folie, entre autres. Mais ce sont ces deux, les 2 points sur lesquels il insiste. Donc c'est bien avant tout ce qui est loi sur l'avortement, sur la contraception, hein, on est tout début 20e, 1922. Mais en fait, apparaît à ce moment-là l'idée d'enfants non désirés. En fait. Et ça, il va remettre en question cette idée-là, il va se demander des enfants non désirés, mais en fait non désirés par qui? En fait, pour lui, ces enfants ne sont pas désirés par les employeurs, pas par les parents. Les parents désirent ça, mais en fait, ce sont les employeurs qui ne veulent pas augmenter les salaires qui permettraient aux parents de subvenir aux besoins de leurs enfants. Et là, en fait, il voit déjà les causes économiques de l'eugénisme. C'est pas seulement les causes sociétales, comme on... c'est pas qu'il s'y intéresse pas, mais disons qu'il voit l'origine économique de l'eugénisme. Et d'ailleurs, je pense que ça... aujourd'hui encore, on peut le voir pour l'avortement ou pour l'euthanasie, c'est une question de moyens. Parce que si on voulait, par exemple, l'euthanasie, c'est parce que les soins palliatifs, ça coûte cher, forcément c'est un investissement beaucoup plus important. Voilà. Bon, c'est un autre débat, mais c'est juste pour dire que déjà, ils voient les causes économiques avant de voir les causes sociétales. Donc pour Chesterton, tout homme a une dignité parce qu'il est homme et surtout parce qu'il est faible et pauvre. Et c'est cette vision de l'homme qu'il retrouve dans le recueil d'articles de Blatchford, qui s'intitule Merry England, qui a été publié en 1893. Donc en fait, il le lit quand il sort entre le lycée et la fac, il s'était pris une année sabbatique. Et en fait, Blatchford, c'est le premier, c'est celui qui va diffuser les idées socialistes en Angleterre. Et Chesterton, quand il le lit, pour lui, il voit, encore une fois, il voit des chrétiens partout. Il voit en Blatchford un chrétien qui ne sait pas qu'il est chrétien. Quand c'est comme Dickens. Et donc, pour lui, Blatchford, voilà, il a une intuition chrétienne que, visiblement, il y a quelque chose à faire dans la défense du pauvre. Mais bon, on va voir après qu'il va se distinguer du socialisme. Donc c'est justement, en fait, c'est ma transition avec ma deuxième partie. Donc Chesterton face aux politiques modernes, j'utilise des guillemets, mais en fait, aux politiques qui se développent dans son temps, qui sont le socialisme et le capitalisme. Donc, quand il lit Blatchford, il s'enthousiasme pour le socialisme qu'il trouve profondément chrétien, mais assez vite, voilà, il va se démarquer, et d'ailleurs, il va écrire en fait un article qui s'intitule Why I am not a socialist, donc pourquoi je ne suis pas socialiste. Et en fait, il va critiquer l'idée du socialisme. En fait, il fait une différence entre la pratique socialiste et l'idée du socialisme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La pratique, c'est concrètement les mesures qui sont prises, les actions des socialistes, de ceux qui se disent socialistes. Et l'idée, c'est au sens de idéologie, d'idéal, c'est-à-dire la visée. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est forcément atteint, mais c'est l'idée vers laquelle on tend. Et donc Chesterton accorde plus d'importance à l'idée qu'à la pratique. Il dit, donc dans cet article « Pourquoi je ne suis pas socialiste », « J'accorde plus d'importance à ce qui est dit qu'à ce qui est fait. Ce qui est dit dure en général beaucoup plus longtemps et a beaucoup plus d'influence. » En fait, dans cet article, il commence par faire un constat partagé avec les socialistes, qui est en fait un dégoût pour le système industriel
et pour les écarts de richesse et de pauvreté que ce système a accentués. Mais voilà, il va être en désaccord avec l'idée du socialisme, enfin voilà, comme plus que ses pratiques, plutôt l'idée. Donc pour lui, l'utopie, enfin la façon dont il comprend l'utopie socialiste, c'est un bonheur et un plaisir trouvés dans le partage. Donc il reconnaît qu'il y a effectivement un réel plaisir à partager, un plaisir altruiste, mais il dit ce n'est pas le seul plaisir humain. Lui, donc Chesterton préfère lui le plaisir de donner et de recevoir. Donc c'est assez différent. Partager pour lui, ça n'est pas donner, parce que partager, ça nie la propriété privée. Tandis que le don suppose la propriété privée, puisque quand je donne, en fait, l'objet change de propriétaire. Donc il y a une différence qui peut paraître mince, mais qui pour lui est essentielle. Et c'est en cela, c'est là-dessus qu'il va juger le socialisme. Alors il ne dit pas que le socialisme, l'État collectiviste ou l'État socialiste n'est pas capable du don et de la réception, il dit que ce n'est pas son idée, son idéal, c'est-à-dire sa visée. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il va bloquer avec le socialisme. Et puis, quand même, donc, il est bien conscient que ce qu'il appelle l'homme ordinaire, les masses aussi, votent quand même plutôt pour les socialistes. Et donc, ce qu'il dit, lui, c'est que, en fait, s'il vote pour les socialistes, c'est plus pour les pratiques socialistes que pour l'idée socialiste. Pour lui, les ouvriers ne croient pas à cet idéal, parce qu'ils veulent, en fin de compte, une propriété privée. Enfin, ils veulent pouvoir bénéficier d'une propriété privée. Et d'ailleurs, il dit, donc, à propos de ces ouvriers, de ces masses, l'individualisme leur a été imposé par une poignée de marchands, donc ça c'est le capitalisme. Le socialisme leur sera imposé par une poignée de décorateurs, de professeurs d'université, de journalistes et de comtesses de l'Asprey. Voilà, ça c'est son verbe. Donc il insiste bien sur le fait qu'il n'est pas socialiste, mais il précise qu'il n'est pas non plus conservateur, au sens de capitaliste en fait. Parce que pour lui, si le socialisme, à travers la notion de partage, nie la propriété privée, le capitalisme aussi, puisque le fait de posséder toutes les terres, comme c'est le cas de l'aristocratie anglaise, nie aussi cette propriété privée. Donc là, je voudrais m'attarder quand même sur cette idée de propriété privée, parce que c'est central pour lui. En fait, ça fait la dignité de l'homme, je vais y revenir. Et c'est ce qui va, c'est de là qu'il va partir pour développer l'alternative au socialisme et au capitalisme, qui est le distributisme. Donc, juste pour vous repasser un peu dans le contexte, Rerum Novarum, donc vous connaissez peut-être, de Léon XIII, a été publié en 1891. Donc, Chesterton a été influencé simplement par cette encyclique. Enfin, par cette, je ne sais pas si c'était une encyclique, mais voilà. C'était ça. Donc la pensée politique de Chesterton est fondée, comme je vous l'ai dit, sur une éthique de la joie et de l'humilité. Et donc cette éthique laisse la première place en fait, aux faibles, aux petits. C'est donc ce fameux homme ordinaire. Et donc c'est lui qui doit constituer le cœur de la société, et non pas la minorité que constituent les aristocrates et les riches propriétaires terriens, ou encore les grands industriels, qui créent un déséquilibre et des inégalités. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il dénonce. Pour lui, l'équilibre de la société doit tenir dans une égalité des hommes. Alors, je vais revenir là-dessus, mais ce n'est pas une égalité au sens où on peut l'expérimenter, on peut le vivre aujourd'hui en France, par exemple. C'est plutôt donc, une égalité, dans un premier temps, une égalité de dignité. Donc, les hommes sont également dignes, puisque... voilà. Et en fait, Chesterton fait le lien entre la dignité et la propriété privée, parce que pour lui, la propriété privée ajoute quelque chose à la dignité de l'homme. Donc là, j'ai une citation, je crois que c'est votre citation 3. Je ne sais pas si je la lis en anglais ou en français. En français plutôt, bon, ok. Vous en avez eu deux tout à l'heure, ça... donc un homme se sent plus heureux, plus digne et davantage à l'image de Dieu lorsque le chapeau qu'il porte est son propre chapeau. Il se peut qu'il y ait des gens qui préfèrent qu'on leur roule leur chapeau chaque semaine,
ou qui préfèrent porter le chapeau de leurs voisins, selon un roulement, pour illustrer l'idée de camaraderie, ou peut-être même se rassembler avec d'autres sous un seul très grand chapeau pour représenter une conception cosmique encore plus large. Mais la plupart des hommes sentent que lorsqu'ils portent leur propre chapeau, leur dignité s'en trouve augmentée. Donc voilà, ça c'est les images, les métaphores de Chesterton, c'est toujours assez drôle. Donc voilà, donc pour lui, en fait finalement il n'explique pas vraiment, mais il y a quelque chose qui fait que voilà, il y a une dignité, on a une singularité quand quelque chose nous appartient. Et donc non seulement cette propriété privée, elle ajoute quelque chose à la dignité de l'homme, mais en plus elle est bonne économiquement. Pour lui, donc il ne s'agit pas de défendre une égalité absolument parfaite, donc une répartition strictement égalitaire de la propriété privée. Il suffit juste en fait d'une égalité approximative. C'est même pas forcément bon que ce soit une égalité stricte. Il faut que ça soit, voilà, que les hommes ou les familles possèdent plus ou moins la même quantité de terre. Et en fait, ce qui est important, c'est que la pression soit égale. En fait, il fait cette métaphore, ce parallèle avec l'arche, la façon dont l'arche tient. Il dit, donc là on est, je ne sais pas si vous avez vu, on est dans The Outline of Sanity, dont le titre en français est un petit peu loin, mais du coup revient l'idée du livre, c'est plaidoyer pour une propriété anticapitaliste. Donc voilà, donc il dit, ce qui maintient une arche, c'est l'égalité de pression de pierres individuelles les unes sur les autres. Cette égalité est à la fois une aide mutuelle et une obstruction mutuelle. Il est aisé de montrer que dans une société saine, la pression morale des différentes propriétés privées agit exactement de la même manière. Voilà, donc c'est cette idée que si tout le monde possède plus ou moins la même chose, on se fait pression, il n'y a pas de tentation de dominer l'autre ou de se sentir dominé par rapport à quelqu'un d'autre, mais il y a une sorte d'équilibre. Et pour Chesterton, cet équilibre-là avait déjà été trouvé dans une société rurale qui date d'avant tout ce qui était la seigneurie, en fait, où les aristocrates se sont accaparés la plupart des terres. Et donc, puisqu'on l'a déjà fait, on peut très bien le refaire. En fait, il conteste cette idée que les modernes ont, qui est, puisque quelque chose a déjà été fait, c'est que forcément ça a raté, donc on ne va pas le refaire. Lui, il dit non, si on l'a déjà fait, c'est qu'on peut le refaire. Surtout, c'est que ça a bien marché, donc il faudrait le refaire. C'est cette idée de, je vous disais tout à l'heure, il faut revenir en arrière parfois pour pouvoir avancer. Et donc cet équilibre, c'est l'équilibre de la paysannerie, qui a été mis à mal d'abord par l'aristocratie avec le monopole des terres, puis par l'industrie qui a dépossédé les paysans de leurs terres pour les amener à l'usine. Donc voilà, il en vient à cette idée-là, et le socialisme en soi aurait pu être une voie qui redonne à chacun la terre qui lui revient. Mais, comme lui, il pense que le socialisme va contre la propriété privée, ça ne marche pas. Donc il dit, donc c'est une citation que je trouve assez drôle, il y a, semble-t-il, quelque chose de malicieux et de fantastique à dire que lorsque le capital s'est trouvé être beaucoup trop dans les mains de quelques-uns, ce qui est juste, c'est de le remettre aux mains de la multitude. Ça va de soi. Mais donc voilà, que ferait le socialiste? Le socialiste le mettrait dans les mains d'un nombre encore plus restreint de personnes, mais ces personnes seraient des politiques qui, comme nous le savons bien, gèrent toujours le capital dans l'intérêt de la multitude. Bon, là, vous sentez l'ironie. Donc voilà, donc en fait, l'idée, c'est qu'il renvoie dos à dos capitalisme et socialisme, comme en fait deux extrêmes qui rompent cet équilibre dont il parle, de cette pression égale de la propriété privée. Et donc il revient, en fait, il redéfinit, il précise le sens de capitalisme. Qu'est-ce que le capitalisme? Alors il dit déjà, ça ne veut pas juste dire propriété privée, comme certains le comprennent, ça ne veut pas dire non plus, c'est pas juste tout ce qui a rapport avec le capital, parce que dans ce cas-là, tout est capitalisme, puisque tout, il y a du capital qui circule tout le temps. Non, pour lui, le capitalisme, c'est une condition économique dans laquelle il y a une classe de capitalistes, c'est-à-dire en fait des gens reconnaissables, minoritaires en général, qui concentrent tellement de capital que cela nécessite qu'une grande majorité de citoyens servent le capital pour un salaire, en général modeste, mais bon, en tout cas, la grande majorité devient esclave, d'une certaine manière, c'est le mot qu'il emploie, esclave du capital, tandis qu'une minorité détient le capital. Et donc pour lui, voilà, le remède, ça va être la propriété privée pour tous, on va dire. Donc,
Même, en fait, Chesterton dit que finalement, le mot capitalisme, ce n'est pas le mot adéquat, il faudrait parler de prolétarisme. Parce qu'en fait, la situation, c'est que la majorité des gens ne possèdent aucun capital et ne reçoit qu'un seul salaire, en fait. Et que donc, voilà, l'homme ordinaire est non seulement dépossédé du capital, mais il est mis au service du capital. C'est ce que je disais, il en devient l'esclave. Donc ça c'est le problème du capitalisme. Pour le socialisme, alors, lui il dit, voilà, le socialisme, il pourvoit tout, il donne tout à tous. Ce qui fait qu'il y a une espèce de responsabilité collective, et que surtout, en fait, voilà, et que cette unité, elle est assurée par un gouvernement. Et donc, voilà ce qu'il dit, une de ses critiques du gouvernement socialiste. Il dit, un gouvernement socialiste est par nature un gouvernement qui ne tolère aucune réelle et vraie opposition. Car un tel gouvernement assure tout. Et il est absurde de demander à un gouvernement d'assurer son opposition. Voilà, il dit, voilà, puisque le gouvernement socialiste assure absolument tout, eh bien, il n'a pas assuré son opposition, ça serait absurde. Donc, et d'ailleurs aussi, il ajoute que, en fait, finalement, cet humanitarisme socialiste, parce qu'en fait, ce qu'il trouvait bien dans le socialisme au début, c'était sa pratique, c'est-à-dire l'attention pour le pauvre, pour le faible. Mais, en fait, il critique cet humanitarisme socialiste parce qu'il n'est que le témoin d'une époque inhumaine. C'est-à-dire qu'il y a un humanitarisme, mais inhumain, d'une certaine manière. En fait, donc il dit, c'est la 6e citation, « Malheureusement, l'humanitarisme a été le signe d'une époque inhumaine. Et par inhumanité, je ne parle pas simplement de cruauté, je parle de la condition dans laquelle même la cruauté cesse d'être humaine. Je parle de la condition dans laquelle l'homme riche, au lieu de pendre 6 ou 7 de ses ennemis parce qu'il les déteste, se contente de ruiner et d'affamer jusqu'à les tuer 6 ou 7 milliers de personnes qu'il ne déteste pas et qu'il n'a jamais vues, parce qu'elles vivent à l'autre bout du monde. » Donc l'autre bout du monde, ça peut être tout simplement celui qui n'est pas du tout dans sa sphère sociale, enfin dans sa catégorie sociale, mais c'est aussi une critique de l'impérialisme avec le colon qui fait souffrir en fait les populations colonisées. Et donc pour lui, la troisième voie, c'est le distributisme. Donc il définit notamment dans The Outline of Sanity le distributisme comme une politique de la petite propriété distribuée. Alors, il va fonder en fait en 1926 la Ligue distributiste avec ses amis, enfin les amis qui partagent sa vision. En fait, cette ligue ne va pas être tant, va pas tant favoriser l'action plutôt que la diffusion de l'idée. En fait, voilà, juste pour vous dire que le distributisme c'était quelque chose de très théorique, ça n'a jamais été mis en pratique et ça reste assez théorique. Donc, j'essaye d'être assez claire sur ce que ça veut dire, mais ça reste théorique. Donc, c'est cette importance en fait dans le distributisme de cette petite propriété distribuée où tout le monde a plus ou moins une terre légale, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais en même temps il ne s'agit pas de revenir complètement à une société absolument paysanne, même si c'est une vision assez ruraliste hein, quand même des choses, mais bon, ils ont quand même conscience qu'ils sont dans une société industrialisée et que le distributisme peut aussi s'appliquer à cette société industrielle, aux machines en fait. Donc, en fait, pour les distributistes, dont Chesterton, l'homme, pour être dans une vision distributiste, doit se souvenir que les machines doivent être au service de l'homme, et non pas l'inverse. Et que si elles vont à l'encontre du bonheur des hommes, alors il faut supprimer ces machines. Puisque certaines machines peuvent être bonnes pour l'homme, hein, il n'y a pas de... Enfin voilà, il prend l'exemple du téléphone, il trouve que c'est très bien le téléphone. Mais voilà, donc en fait l'idée du distributisme, ce serait d'éliminer la classe des négociants, donc tous ceux qui font le commerce, hein, les businessmen, et la classe des aristocratiques, la classe aristocratique. Pardon. Et donc ça mettrait fin à la lutte des classes entre employeurs et employés, c'est-à-dire entre ceux qui détiennent le capital et ceux qui servent le capital. Et en fait, il n'y aurait plus que 2 catégories de personnes, les paysans, donc ceux qui ont la propriété privée distribuée, et puis les conservateurs. Alors conservateurs, c'est pas le mot exact, mais c'est conservateurs dans le sens où ils sont plutôt en ville et ils protègent en fait cette idée que la machine doit être au service de l'homme. Et que donc on peut détruire les machines si elles sont mauvaises pour l'homme. Donc pour Chesterton, ce distributisme s'enracine dans une vision chrétienne
de l'homme qui consiste à croire que l'homme ordinaire possède pour lui-même des pouvoirs et des privilèges comme le droit à la propriété privée. Et en fait, ce qui pose problème à un État, c'est que, ou à un pouvoir, du moins, plutôt un pouvoir, c'est que finalement, le fait que cet homme ordinaire puisse avoir sa propre propriété privée, c'est une menace, puisque avoir une propriété privée, c'est avoir un pouvoir, c'est avoir des droits. Donc voilà, donc, je voudrais terminer, pour revenir à ma dernière partie, sur l'homme ordinaire et sur cette démocratie de l'homme ordinaire, en fait. Donc c'est la façon dont Chesterton définit la démocratie. Elle doit mettre l'homme ordinaire au centre de la société et de la démocratie. Donc il y a deux principes sur lesquels repose cette démocratie. Donc le premier principe qu'il définit dans Orthodoxie, c'est que les choses communes à tous les hommes sont plus importantes que celles qui ne regardent que quelques-uns. Les choses ordinaires ont plus de valeur que les choses extraordinaires. Mieux, elles sont plus extraordinaires. C'est-à-dire que les choses ordinaires sont plus extraordinaires que les choses extraordinaires. Donc autrement dit, c'est ce qui unit les hommes qui doit primer sur leurs compétences personnelles et particulières. En fait, c'est la défense de l'homme ordinaire face à l'expert, le spécialiste. Le deuxième principe, c'est que, en fait, ce qui est commun aux hommes, c'est l'ambition politique. Donc il explique que participer à un gouvernement, cela ne consiste pas à jouer de l'orgue à l'église, à peindre sur du papier vélin, à découvrir le pôle Nord, cette manie insidieuse, alors je ne sais pas pourquoi cette parenthèse c'est un petit peu bizarre, à boucler la boucle, à devenir astronaute de Sa Majesté, et ainsi de suite. Car toutes ces choses, nous souhaitons nullement à un homme de les faire, à moins qu'il ne les fasse bien. Gouverner, au contraire, est un acte comparable à celui d'écrire des lettres d'amour ou à se moucher le nez. Ces choses-là, nous voulons qu'un homme les fasse pour lui-même, même s'il les fait mal. Bref, la foi démocratique tient à ceci. Les choses les plus terriblement importantes doivent être confiées à des hommes ordinaires. L'accouplement des sexes, l'éducation des jeunes, les lois de l'État. C'est cela la démocratie, et c'est en cela que j'ai toujours cru. Voilà, pour lui, la démocratie doit être détenue par l'homme ordinaire. Donc, en fait, la démocratie, c'est de donner ou de redonner, puisqu'il pense que l'homme ordinaire l'a déjà eu, mais la démocratie, c'est donc de donner le pouvoir à l'homme ordinaire. Et en fait, lui permettre de faire tout ce qu'il est en mesure de faire. Et de laisser seulement aux spécialistes ce que l'homme ne peut pas faire bien lui-même, dans des choses spécifiques. Mais sinon, tout ce qui est essentiel, c'est l'homme ordinaire qui doit le faire, même s'il le fait mal. Donc, pour moi là, je vois un écho au principe de subsidiarité dans la doctrine sociale de l'Église. Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être qu'on pourrait y revenir. Mais... Voilà. Et donc le dernier point par rapport à la démocratie, c'est le lien qu'il fait entre démocratie et tradition. Ça c'est un petit point, mais comme c'est un des plus connus, je voulais en parler. Donc c'est toujours dans Orthodoxie. En fait, pour lui, démocratie et tradition ne s'opposent pas. Au contraire, pour lui, donc il dit la tradition n'est rien d'autre que la démocratie étalée dans le temps. Il s'agit en fait, dans la tradition, de faire confiance à la voix des hommes ordinaires, toujours ces fameux hommes ordinaires, et ceux qui nous ont précédés. Donc c'est ma dernière citation. On pourrait définir la tradition comme une extension du droit de vote au passé. Elle consiste à accorder le droit de suffrage à la plus obscure de toutes les classes, celle de nos ancêtres. C'est la démocratie des morts. La démocratie nous recommande de ne pas négliger l'opinion d'un honnête homme sensé, fût-il notre valet de chambre. La tradition nous demande de ne pas négliger l'opinion d'un honnête homme, fût-il notre père. Donc voilà. Donc en fait, la tradition, c'est simplement de faire confiance en fait à l'homme ordinaire du passé. En fait, en réaffirmant, en défendant plutôt l'homme ordinaire et la masse, ce qu'il appelle la masse, Chesterton affirme son hostilité vis-à-vis des classes aristocratiques, oligarques, intellectuelles, dont il fait pourtant partie. Il dit « J'ai toujours été plus enclin à croire en la masse des travailleurs qu'en cette classe réservée et ennuyeuse des littérateurs à laquelle j'appartiens. » Il était assez critique vis-à-vis de ses propres origines. Donc pour conclure, la pensée politique chestertonienne, et même plus largement sa vision du monde, s'enracine dans l'espérance de cette parole du Magnificat, exaltavit humiles, que vous connaissez, il exalte les humbles. En fait, Chesterton reconnaît et défend la dignité de l'homme, de tout homme et surtout celle de l'humble et du faible. Et c'est à partir de cette vision, comme je dis, qu'il pense le monde politique, le monde social, le monde économique, et qu'il dégage des principes universels, en fait,
qu'il découvre d'abord par lui-même, puis qu'il se rend compte que ces principes universels sont défendus par l'Église catholique, et c'est là qu'il rentre dans l'Église catholique. Donc pour terminer, je voulais juste revenir sur le fait que toutes ces réflexions, en fait, tout ce qui a conduit Chesterton à sa conversion, n'a été qu'une quête incessante de la vérité. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il a... Voilà, c'est la quête de la vérité, c'est quelque chose qu'il a habité toute sa vie. Et en fait, cette vérité, il l'a trouvée dans l'Église catholique parce que, donc dans un article qui s'appelle Why I am a Catholic, pourquoi je suis catholique, dont en fait une traduction vient de paraître là, il y a quelques jours en français, il explique qu'il est catholique parce que le catholicisme est vrai, parce que l'Église a cette capacité de conserver la vérité. Et en fait, justement, donc, il critique la critique qu'on fait à l'Église, qui est le fait qu'elle s'oppose aux idées modernes, aux idées nouvelles, plutôt, aux idées nouvelles. En réalité, il montre que l'Église ne s'oppose pas aux idées nouvelles, il s'oppose à ces idées qui se font passer pour nouvelles, mais qui sont en fait de vieilles idées, recyclées, erronées, voilà. Et qu'en fait, l'Église, elle est là pour empêcher les hommes de toujours retomber dans les mêmes erreurs. Donc en fait, je vais vous citer Chesterton parce qu'il l'explique mieux que moi. Donc il dit donc, de cette critique, une réelle étude de l'histoire montrerait que cette critique, donc que l'Église est accusée de refuser tout ce qui est nouveau, est curieusement contraire aux faits. Dans la mesure où les idées sont vraiment des idées, et dans la mesure où n'importe laquelle de ces idées peut être nouvelle, les catholiques ont sans cesse affecté de les soutenir lorsqu'elles étaient réellement nouvelles, lorsqu'elles étaient trop nouvelles pour trouver d'autres soutiens. Les catholiques furent non seulement les premiers sur le terrain, mais ils y furent seuls, et jusqu'à présent, il n'y a personne qui ne comprenne ce qu'ils y ont trouvé. Il y a dans l'encyclique sur le travail du pape Léon, donc c'est l'encyclique dont je parlais tout à l'heure, des passages qui commencent seulement maintenant à être utilisés comme pistes pour des mouvements sociaux bien plus novateurs que le socialisme. En fait, ils disent ce qui est vraiment nouveau, c'est ce qu'il y a dans Rerum Novarum, et qu'en fait, ça a été un peu recyclé par ceux qui se revendiquent, par les mouvements sociaux en fait, qui lui sont contemporains. Et il ajoute, il dit d'ici quelques siècles, d'autres personnes les reprendront probablement, mais de façon erronée. C'est-à-dire qu'on reprendra les idées du pape Léon XIII, mais tronquées, voilà, modifiées. Et alors, si les catholiques s'y opposent, leur contestation sera facilement expliquée, par les détracteurs de l'Église, par le fait bien connu que les catholiques ne s'intéressent jamais aux idées nouvelles. Voilà, donc en fait, de toute façon, l'Église n'aura jamais raison, c'est un peu ce qu'il dit. Donc, il réfute la vision que les modernes ont de l'Église, et qui, je pense, est toujours en fait la même aujourd'hui, et il retourne l'attaque, mais bon, après, est-ce que ça a eu... voilà, ça n'a pas forcément marché, enfin, dans une certaine mesure. Pour lui, l'Église catholique est ce lieu vivant où, en fait la pensée peut se développer dans une dynamique de recherche de la vérité. Ça, c'est vraiment important. Dans l'Église catholique, pour lui, se développe la recherche de la vérité et l'Église agit comme le garant de cette vérité. Et donc, je vais terminer, là, c'est promis, sur une citation de Chesterton, donc toujours dans cet article « Pourquoi je suis catholique », où il dit « L'Église n'est pas un mouvement, mais c'est un lieu de rencontre, un lieu où se donnent rendez-vous toutes les vérités du monde. » Traditionnellement, on a un petit temps de discussion. N'hésitez pas à poser n'importe quelle question. Il n'y a que des questions bêtes. Donc, ceux qui poseront des questions seront bêtes aux yeux de tout le monde. Donc, ayez de l'humilité et de la joie de l'émission. Et traditionnellement aussi, on va manger ensemble après. Donc, pareil, ayez la simplicité, l'humilité de venir. En général, on va à côté dans la pizzeria, les pizzas pas chères. En tout cas, merci Myriam. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a inventé un héritage chez Chesterton, chez Orwell? Oui. Et il a pompé, Orwell a pompé. Parce qu'il y a plein de choses que moi je connaissais pas chez Chesterton. En fait, je sais pas trop parce que je connais pas très bien George Orwell, mais Chesterton a écrit un roman dystopique, qui s'appelle, c'est The Napoleon of Notting Hill, le Napoléon de Notting Hill.
qui se passe en fait en 1984. Oui, c'est vrai. Et donc George Orwell a repris l'année, mais c'est juste le chose. Après, il a pas. Il estimait Chesterton, quoi. Je pense que, mais après, je sais pas plus que ça. Ils sont connus ou pas? Il est mort en quelle année? Alors, Chesterton, oui, j'ai pas donné ses dates. Il est né en 1874, il est mort en 1936. Voilà. Je sais pas trop les dates de George Orwell. En 1909, je crois. Oui, ils ont dû se croiser. Oui. Une question par rapport à tout ce que tu as dit. Donc, il était à une époque quand même où, en Angleterre, c'est monarchie à fond. Comment il se positionnait par rapport à la... Enfin, ça l'est toujours d'ailleurs. Comment il se positionnait par rapport à la monarchie en raison de toutes ces critiques sur la question aristocratique? Et est-ce que ça lui a valu des ennuis par ailleurs? Alors là, par rapport à la monarchie, j'ai rien lu. En fait, il se positionne pas forcément dans république, monarchie, plus dans démocratie en fait, par rapport à la démocratie. Après, effectivement, il rejette complètement le système féodal, et tout ce qui est. Mais je sais pas si. Non, mais il a jamais été arrêté ni rien. Bon, après, il avait ses ennemis un peu jurés, quoi. Mais la transition démocratique est achevée au moment où Chesterton oui, est en plus, en Angleterre. Le droit de vote des femmes votent en 1918 en Angleterre. Oui, ouais. Mais en fait, je pensais plus au fait que malgré tout, la monarchie anglaise s'accompagne quand même, même encore aujourd'hui, de grands propriétaires. Il y a encore quelques grands propriétaires terriens en Angleterre qui. Ouais. Bon, après, je sais pas. Par contre, du coup, pour revenir au droit de vote des femmes, Chesterton était contre. C'est un paradoxe. En fait, il était contre parce que, c'est ce que je suis en train de dire en ce moment, il était contre parce qu'en fait, il disait, il dit, en gros, je serai pour le jour où la majorité des femmes voudront le droit de vote. Parce qu'il pense que c'est une minorité qui veut le droit de vote. Et qu'il y a une... Enfin voilà. Bon, après, je suis pas forcément d'accord avec lui, mais c'est ça, son explication. Oui. J'aurais eu deux questions, de Ornu. Non, une maximum. Comment il a reçu et interprété le fait de Première Guerre mondiale? Parce que, par exemple, j'avais lu une phrase une fois dans un bouquin d'histoire: l'optimisme de la société britannique est mort dans les premières minutes de l'offensive de la Somme. Ah mais alors lui, c'était mort avant déjà. Voilà. C'est un peu ce que... Mais du coup, est-ce qu'il a pu le voir comme une confirmation de ce qu'il avait pressenti, pure fille du modernisme tel qu'il... ou est-ce que... Je sais pas, c'est drôle. Non mais je précise, je suis qu'en première année. Je suis encore novice avec Chesterton, mais... ouais. Et ensuite, est-ce qu'il a commenté les mouvements qui sont nés ailleurs en Europe après-guerre, que ce soit fascisme, nazisme ou autre, puisque par exemple le nazisme, au moins à ses débuts, se revendiquait chez certains de ses pontes des bases aussi agrariennes, antimodernistes, avant de s'accommoder tout à fait de l'industrie et de la puissance. Ouais. Alors en fait, il y a une polémique, j'en ai pas parlé, mais en fait, il a été souvent taxé d'antisémitisme. Le point Godwin. En fait, il était antisioniste, ça c'est vrai. Je pense pas qu'il était antisémite, oui. Mais en fait, bon, de toute façon, il écrit des trucs, ça ferait hurler beaucoup de personnes aujourd'hui. Mais en fait, il fonctionne quand même sur le stéréotype du juif qui est le banquier, qui est en fait le capitaliste. En fait, c'est pour ça qu'il n'aime pas trop, il n'aime pas le capitalisme. En soi, c'est un peu antisémite, voilà. Mais je dirais que il s'est vraiment démarqué par contre du nazisme. Ça, c'est bon, parce que pour lui, c'est c'est pas du tout sa vision de la démocratie. Enfin, c'est pas une démocratie, mais bon, c'est pas du tout sa vision de la dignité de l'homme, etc. En revanche, parce que c'est juste, j'y pensais parce que d'un point de vue économique, c'est des mouvements qui ont prétendu ressusciter des vieux modèles féodaux de l'économie, quoi. Alors que par ailleurs, il y a une haine du faible qui évidemment devait la réduire. Oui, parce qu'en fait, le nazisme aussi, voilà, ça me revient maintenant. Pour lui, il n'y a pas d'homme plus faible qu'un. Ou justement parce qu'il est faible, il a encore plus de dignité. Donc c'est pour ça qu'il rejetait les autoritarismes, bien sûr. Mais après, effectivement, en fait, dans la mesure où pour lui, le juif c'est celui qui détient le capital, voilà, dans cette mesure-là, mais après. Ouais. Je ne veux pas dire d'antisémitisme, après il faut voir qu'avant la Seconde Guerre mondiale, c'était quand même beaucoup plus répandu dans les mœurs générales. Bien sûr. Ça n'a pas étonnant qu'il ait été antisémite. Non, bien sûr.
Donc, moi, il me semble aussi que justement, Chesterton voit un peu comme Bernanos, je crois, comme Chesterton a un paradoxe, il voit aussi que les juifs on détiennent une part du capital et en cela sont pas forcément estimables, mais par ailleurs, il reste un peuple particulier, élu, etc. Et là aussi, il en tire beaucoup de paradoxes qui sont assez admirables à son avis. Et dans les membres, bon après ça fait un peu, oui je suis pas antisémite parce que j'ai un ami juif, mais en fait dans les membres fondateurs du Junior Debating Club, là dont j'ai parlé, qu'il a fondé à 16 ans, il y avait la moitié était juif en fait dans le... Donc bon après, c'était plus en fait, c'était un peu le juif mais de stéréotype, enfin le juif en tant qu'essence du capitalisme, mais c'était pas forcément les gens... Ça avait rien à voir avec la race, faut que ce soit... Non je pense pas, non. Un peu comme chez Marx. Peut-être. Oui. De quelle époque parle-t-il quand il dit un partage des terres, enfin un système paysan? Parce que moi je cherche. Je sais pas, mais en fait je pense que c'est avant avant la féodalité, donc ça remonte quoi. Enfin, mais je sais même pas, enfin se disant. Non en fait je sais pas parce que c'est vrai que quand même il y a souvent imprécis. En fait il avait une culture tellement impressionnante qu'il cite pas toujours de quoi il parle. Il dit pas trop de quoi il parle, et comme j'ai pas la même culture que lui, j'ai un peu de mal à suivre parfois, mais ouais. Il dit qu'en tout cas, l'homme, on est capable de réfléchir à cette époque-là, et donc c'est assez facile de sans doute de repartir. Ouais, pareil, il me semble qu'il se rapporte à la même époque que la féodalité, mais sous deux aspects différents. Il la voit beaucoup, par exemple, il exalte beaucoup l'image du chevalier errant, donc c'est la même période que la féodalité, mais c'est deux aspects différents de la même société. Donc, à mon sens, dans la société médiévale, il voit d'un côté l'aspect féodal qui est rejeté, de l'autre côté l'aspect d'exaltation de la paysannerie et aussi du chevalier errant, et aussi de l'amour pour soi qui est très important pour lui. Et du coup, voilà, il y a vraiment. Je pense qu'il parle de la même période, mais qui distingue deux aspects différents de cette période. L'amour pour toi, je savais pas. Ok. Les œuvres de Chesterton sont traduites en français. Donc, tu vas dire, pardon, oui, un article vient d'être traduit. En fait, là, je vous ai mis, je sais pas si vous avez pu avoir, pas assez, enfin, je sais pas. En fait, j'ai mis tout ce qui vient de paraître là en avril et en janvier. En fait, là, c'est la traduction, dernière traduction inédite, c'est La chose pourquoi je suis catholique. En fait, c'est un recueil d'articles dont pourquoi je suis catholique qui vient d'être traduit. Il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été traduites, mais il reste encore pas mal de travail. Ouais. Comment tu expliques son type d'écriture? C'est-à-dire, il a écrit plein de romans. Pourquoi il n'a pas écrit que des traités philosophiques, si c'était pas philosophiques, mais dogmatiques En fait, je pense, alors justement, moi, du coup, ma thèse, c'est sur les nouvelles de détection. C'est du style Sherlock Holmes. Mais en fait, justement, il a écrit un article qui s'appelle In Defense of Detective Stories, donc pour la défense des Detective Stories. Et justement, pour lui, c'est une forme littéraire humble. Et donc, il le défend, parce que c'est de la littérature populaire qui est accessible à tout le monde, et qui, en fait, rend compte, en plus de ça, de... Alors ça, c'est encore un autre paradoxe, je trouve, de la poéticité de la ville. La ville, c'est quand même la modernité, quoi. Donc, alors qu'il semble rejeter la modernité par ailleurs, bon ça, j'ai pas encore assez creusé, ça va être dans ma thèse, je pense. Mais, et justement, il dit, voilà, la nouvelle policière rend compte de la poéticité de la ville. Et en même temps, comme c'est une forme populaire, c'est une forme humble, c'est une forme qui est destinée aux masses, à l'homme ordinaire. Et donc, en tant que tel, il doit développer ça. Mais après, il a commencé la littérature par la poésie. Il était d'abord critique littéraire, et ses premiers écrits en tant qu'homme de lettres, plutôt, c'était de la poésie. Ouais. Pourquoi Chesterton ressurgit aujourd'hui? Alors, je pense que quand on lit ce qu'il écrit, notamment dans Orthodoxie et dans What's Wrong with the World, on dirait qu'il écrit pour aujourd'hui. Au-delà du cercle littéraire, c'est vraiment sa qualité d'écriture, ou est-ce qu'il y a un besoin aujourd'hui qui fait qu'il ressurgit naturellement, qui s'impose naturellement comme d'autres personnes? J'ai plus un exemple en tête, mais un sociologue, il y a un historien qui a écrit dans les années 30 et qui ressurgit aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Chesterton, il ressurgit? Est-ce que c'est par rapport à la nouvelle vision du monde qui est aujourd'hui? Est-ce qu'on a un besoin de réponse?
Donc, Moi, est-ce je qu'on a pense- des parallèles par rapport aux années 30 et on a besoin de réponses par rapport à ce qu'on vivait au XXe siècle et qu'on n'arrive plus à trouver comme réponse, alors qu'on arrivait à trouver des réponses au début du XXe siècle. Alors je pense que d'une Un part, peu c'est comme vrai qu'il y a... Norbert Elias. Déjà, je pense que c'est vrai qu'il y a une qualité d'écriture qui est là. Enfin, j'espère que ça s'est vu dans les citations que j'ai choisies au début. Il y a le fait que voilà, il a une écriture assez bien vue, enfin, dans le sens où non seulement c'est bien écrit, mais c'est drôle. Mais en plus de ça, je pense qu'effectivement, il y a une sorte de franc-parler, d'anti-conformisme en fait, qui, je pense, plaît aujourd'hui. Enfin, ça c'est mon avis, et en fait j'aime penser, je pense que c'est ce que je dirais peut-être à ma soutenance, mais que en fait si j'ai choisi Chesterton, c'est parce que contrairement à beaucoup d'auteurs aujourd'hui, enfin contemporains, vraiment il se force à penser et à se confronter en fait aux idées des autres. Il est tout le temps dans la réponse. C'est pour ça qu'en fait, dans la réponse mais dans l'interaction. Ouais, enfin, moi c'est ça que je trouve intéressant. Et même si parfois il y a des faiblesses, je trouve, dans ses argumentations, mais quand même il y a une volonté d'argumenter, d'aller à la confrontation et de ne pas avoir un discours normatif et conformiste. On a parlé de son rapport avec Israël, enfin avec les Juifs. Ouais. Il a écrit un ouvrage aussi, l'auberge volante, là, de Freining. J'ai pas lu. Voilà, parce que pour rebondir un peu aussi sur pourquoi il est d'actualité aujourd'hui, parce que cet ouvrage c'est sur, il imagine l'islam, l'Angleterre occupée par... ouais, c'est Soumission... c'est Soumission de Welbeck en 1920. Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Oui, ça me revient. J'ai pas lu, mais en fait j'avais lu un résumé. Bah, je l'ai pas lu non plus, mais justement je... Mais oui, ça me revient. Oui, bah, ça fait partie de ces romans dystopiques où il imagine... Oui, c'est l'inverse de l'utopie. Il était contre la modernité et pour revenir à une certaine tradition idéalisée. Est-ce qu'on pourrait le situer dans le courant littéraire du romantisme? Alors niveau siècle, c'est pas du tout la même période. Oui, justement, romantique à retardement. Ouais, alors déjà juste peut-être en fait, je trouve que peut-être je me suis peut-être mal exprimée, mais je trouve qu'il est plutôt que contre la modernité, contre la pensée moderne, contre un système moderne de pensée. Mais, alors romantique en fait c'est pas idiot parce qu'il parle souvent de romance of things. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire mais romantique dans le sens, par rapport à cet émerveillement des choses, c'est ça que tu veux dire ou... Dans sa façon de penser, de voir les choses, de ressentir le monde. Alors romantique, je me risquerai pas parce que c'est quand même un terme assez complexe en littérature. Enfin, ça mobilise pas mal de choses, mais ouais, je suis pas sûre. En tout cas, c'est pas du tout comme les romantiques du XVIIIe siècle. Mais oui, mais il y a une certaine romance anglaise de la nature. Ouais. J'ai une question sur son anticapitalisme dont tu as parlé, qui est quand même en fait, si on écoute notre public, assez radical, parce qu'il faut abattre la place des nobles et des financiers. Des marchands, enfin Est-ce qu'il a eu un engagement concret anticapitaliste ou est-ce que c'était pas un anticapitalisme de salon Ouais, alors voilà, ça c'est la critique, c'est-à-dire que en fait il était très théorique, c'est comme le distributisme en fait, c'est de la théorie pure. Et en fait ça n'a pas été en soi mis en œuvre. Alors après c'était plus dans son mode de vie à lui personnellement, mais il n'a pas fait d'action particulière. Ou soutenu dans ses articles. Bah après, oui, dans ses articles, oui, c'est sûr, c'est certain, parce que c'était sa vitrine. Mais alors après, il était quand même, il a longtemps soutenu le parti des libéraux en Angleterre. Parce que, alors c'est le libéralisme, mais pas comme, c'est pas le libéralisme économique. C'est le libéralisme anglo-saxon avec cette idée de, la liberté individuelle. Enfin, je sais pas s'il aurait aimé cette appellation, mais par exemple le droit à la propriété privée, ça fait partie de ça. Ouais, tu l'as pas.
qu'il fait l'éloge un peu d'ouverture de l'Église aux avancées scientifiques, comme le darwinisme qui lui est contemporain était à l'époque rejeté par l'Église. C'est pas un peu contradictoire, ou c'est parce qu'il se situe un peu à contre-courant du darwinisme? Parce que l'Église c'était, je suis pas très au courant, l'Église s'était opposée à la théorie de l'évolution. En tout cas aujourd'hui elle est pas opposée. Ça commence déjà à se passer. En fait, la théorie de l'évolution en tant que telle, qui est juste le fait que l'homme, enfin c'est pour l'Église, c'est une théorie scientifique qui est valide aujourd'hui, qui sera peut-être plus valide demain parce qu'on fera d'autres découvertes scientifiques qui invalideront cette découverte-là. Après, ce qui remet vraiment en question, c'est les conséquences, c'est les idéologies qui ont été dirigées. Mais ça, c'est tout ce que je peux te répondre. Est-ce que le distributisme de Chesterton s'accommode du cadre politique moderne de l'État-nation? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une réflexion? Est-ce qu'on a l'impression quand même que sa conception de la démocratie, elle n'intègre pas la notion de nécessaire représentation? Si vous voulez, la démocratie dans le cadre de l'État-nation, on sent qu'il a une logique assez communautaire, mais du coup des communautés très locales. Oui, alors en fait oui, et en même temps le distributisme c'est pas la commune quoi, c'est pas l'idée de communautarisme, c'est un peu différent. Je pense que c'est plus pour lui il faut quand même que l'État, effectivement, il ne faut pas qu'il y ait un État trop présent, mais je pense vraiment que c'est, alors je sais pas si c'était plus ou moins conscient, mais c'est vraiment le principe de subsidiarité dans la mesure où c'est-à-dire que tout ce que l'homme peut faire à son niveau, l'homme ordinaire, c'est pour ça, au niveau de la propriété privée, tant que ça peut rester à ce niveau-là, il faut essayer de maintenir à ce niveau-là. Mais il faut quand même je pense que pour lui, il faut quand même qu'il y ait un État pour faire tout ce que l'homme ne peut pas faire à son niveau. Alors après, effectivement, moi je trouve que, peut-être que j'ai pas assez lu sur le distributisme, mais c'est pas non plus une théorie hyper aboutie parce qu'elle n'a pas été confrontée à la pratique, et même je pense qu'ils n'ont même pas, ils n'étaient pas tout seuls à développer cette théorie, ils n'étaient même pas dans l'optique de force, si j'imagine qu'ils voulaient l'appliquer d'une certaine manière, parce que sinon ils n'auraient pas développé l'idée, mais ils ne se sont pas posé toutes les questions, je pense, de la faisabilité du projet. Moi j'aurais une question justement, ça me fait penser, ce principe du distributisme, est-ce que vous savez, parce qu'en fait, dans les mêmes années, en 1916, le système mexicain, avec qui est une réforme agraire mexicaine, qui s'applique vraiment la réforme agraire mexicaine, donc je pense ressemble vraiment au principe du distributisme, avec l'idée de récupérer les terres des grands propriétaires, justement, de les distribuer à des communautés paysannes, et ensuite les communautés distribuer au niveau local des parcelles aux paysans. Ils possédaient la parcelle, c'était leur propriété. C'est la communauté qui possédait la parcelle et qui la distribuait en propriété à une personne, et ensuite la parcelle n'était plus divisable, n'était plus sécable. Elle était transmise de personne à personne, et la personne qui possédait la parcelle avait une voix de vote dans la communauté. D'accord, oui voilà, donc il y a une position. Moi je pense que c'est assez similaire à ça. Et c'est l'idée justement, ce qu'il dit justement d'avoir un droit de vote, c'est justement que l'accession à la propriété privée, pour lui, c'est accéder à un pouvoir. Et en ça, c'est une menace pour le pouvoir qui veut garder, le pouvoir central qui veut, le pouvoir capitaliste en fait, qui veut détenir une grande partie. Mais d'un autre côté, il dit que le fait de posséder quelque chose élève l'homme. Oui, mais pas de tout posséder, pas de priver les autres de posséder aussi. Donc il y a toujours cet équilibre dans ça. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez lu le retour de Don Quichotte? Non. Pas que envie de le lire, mais. C'est quelque chose qu'on voit très bien dedans. Donc il dit que chaque homme en fait, doit posséder déjà ce qu'il produit en fait. Et doit avoir chacun sa place dans la société. Et comme les pierres de l'art que vous avez aussi. C'est vraiment une idée qui est très importante dans ce moment-là. Et je pense que aussi il a écrit des romans, L'Auberge volante, Le retour de Don Quichotte et tout, et Super vivant et ça, pour montrer que effectivement ces idées sont toujours des idées, mais je pense qu'ils pensaient quand même que ça pouvait s'appliquer dans la vie. Oui, mais après je pense qu'ils ont peut-être pas
c'était encore en germe, quoi, je pense, le distributisme. Et après, ça n'a pas été tellement repris. Ça peut pas être trop s'avancer dans la mesure où une personne qui ne produit rien, ne possède rien et donc n'a pas sa place dans la société, alors que lui, il est plus, ce qu'on a compris, pour une égalité sociale. Pour Chesterton, la propriété, c'est uniquement la propriété de terre. Alors en fait, à la base, c'est ça, mais alors, du coup, j'ai pas très bien compris comment est-ce qu'il l'appliquait aux machines. Enfin, j'ai l'impression qu'en gros, il faut quand même qu'il y ait un. Oui. Justement, c'est ce qu'il dit dans le retour de Chat, en fait, les ouvriers doivent, par exemple, ceux qui possèdent une mine à charbon, ça devrait être les ouvriers qui travaillent dedans, et certainement pas les grands patrons. Donc en fait, ça s'applique aussi pour ça s'applique aussi. les parties des paysans. C'est bien, ça c'est vraiment très général, et d'ailleurs, il a appliqué ça pratiquement dans son cadre de son époque. Il ne s'est pas contenté de tirer quelque chose du passé de façon vague. Oui, c'est ça. C'est ça qui est quand même bien. Enfin, c'est pas non plus passéiste. J'ai une question sur le concept de subsidiarité. Non, mais en fait, est-ce que c'est vraiment le concept de subsidiarité? Parce que si j'ai bien compris le concept de subsidiarité, c'est l'idée où si l'échelon inférieur parvient à réaliser ce qu'il doit réaliser, par exemple, si dans une famille, on parvient à être une famille correctement, à élever les enfants, et l'échelon supérieur, par exemple l'État, n'a pas le droit d'intervenir. Mais là, ce que tu as dit, c'est il faut que l'armée ordinaire exerce les fonctions ordinaires, même s'il les réalise mal. Donc ça va plus loin que le concept de subsidiarité qui lui dit il faut laisser les gens faire ce qu'ils ont à faire, et s'ils le font mal, les choses supérieures le font. Mais en même temps, il faut une certaine. Enfin, oui, du coup, non, mais c'est pour ça, c'est pas tout à fait le principe de subsidiarité. Enfin, je trouvais que ça s'en rapprochait quand même un peu, mais après, c'est quand même la liberté. Si l'homme se trompe dans l'éducation de ses enfants, bon, on le laisse, c'est sa liberté. Mais ouais, non, je sais pas. Oui, non, mais oui, c'est pas exactement. Je suis d'accord avec l'idée de subsidiarité, enfin, que tu veux donner. Mais non, mais je sais pas, après, c'est une autre modalité de. Mais. Enfin, bon, après, c'est moi qui fais ce parallèle-là, hein, c'est pas lui. Hein. Dans quel ouvrage est-ce qu'il y a un endroit où il développe particulièrement sa conception justement de l'État qui laisse d'une certaine manière vivoter, pas vivoter, mais même plus que vivoter chaque groupe humain, chaque humain? Un peu dans tout, même déjà dans What's Wrong with the World, il en parle, il critique pas mal l'État sur plusieurs points, sur le fait que, sur l'éducation par exemple, que l'État s'immisce trop dans l'éducation des enfants, ou dans la critique de l'impérialisme aussi. Bon, ça c'est une autre critique, c'est un autre type de critique, mais... Comment ça s'appelle l'ouvrage? Alors, il y a What's Wrong with the World, en français c'est Le monde comme il ne va pas. Ce sont des articles, ça? Non, mais ça se lit bien, enfin, c'est un essai, mais c'est en plusieurs chapitres, il y a des thèmes, donc on peut lire un chapitre. Toutes les œuvres ne sont pas traduites, il n'existe pas d'œuvre intégrale. Alors, c'est en train d'être publié, mais en anglais. C'est en train d'être publié en anglais. Il y a 30 volumes pour l'instant, une trentaine de volumes. C'est pour ça que j'ai pas tout lu. Mais en fait, il faut dire que dans les volumes, il y a énormément, en fait, il y a des compilations des articles qu'il a publiés en tant que journaliste. Donc ça, c'est des articles qui font 2-3 pages à chaque fois, c'est court. Voilà. Mais on peut en trouver pas mal justement des articles comme ça sur internet aussi, mais en anglais. Donc peut-être vous l'avez présenté au début, j'étais en retard. Son œuvre, elle se partage, donc on connaît les romans détectives. Alors c'est pas des romans, c'est pas les nouvelles. Les nouvelles, il y a des romans dystopiques. Dystopique, en fait, c'est l'utopie, c'est imaginer le meilleur, la dystopie, c'est imaginer le pire. En gros, c'est ça. Il y a des poésies, des poèmes. Il y a des critiques littéraires, donc il a écrit sur Charles Dickens. Il y a des apologies, orthodoxie, hérétique, c'est plutôt dans l'apologie du christianisme. Il a écrit aussi un livre sur Saint François d'Assise, qui était son saint préféré, sur Saint Thomas d'Aquin. Voilà, ça c'est les plus connus. Et puis beaucoup d'articles, des essais aussi. Des essais à beaucoup de gens. Oui. En fait, c'est marrant parce qu'au début, il faisait aussi des caricatures.
Et à la base, il voulait faire des études d'art et en fait, il trouvait que c'était trop dur, ça demandait trop de travail et qu'il valait mieux être écrivain. Voilà. Parce que voilà, il était un peu, je crois qu'il était un petit peu feignant. D'ailleurs, il dictait tout à sa femme, il écrivait rien, c'est sa femme. Il a vécu de sa plume toute sa vie. Ouais, en fait, c'est pour ça qu'il a écrit dans plusieurs journaux. Il a dû attendre d'avoir un certain capital, justement, enfin une certaine somme d'argent pour pouvoir épouser sa femme. Ça a duré un petit moment, leur fiançailles. Et au bout d'un moment, je crois que sa belle-mère n'était pas trop d'accord pour se marier, donc il fallait attendre une certaine somme pour pouvoir. Voilà. Ça, c'est les fun facts des choses. Merci Myriam. Merci.